Bonjour et bienvenue dans Citizen Vox, le média qui questionne la valeur du vivant dans les villes. Comment produire des villes à forte valeur urbaine, c'est-à-dire habitables, fluides, créatives, bref, résilientes, en partant des sols? Comment tisser un lien vertueux entre la production urbaine et l'utilisation des ressources? Je suis Fanny Hervera et avec mes invités, j'explore ce vaste sujet sous toutes ses formes. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Citizen Vox. On va aujourd'hui s'intéresser à la Banque des Territoires, un financeur majeur de l'action locale, une structure qui a été créée en 2018 par la Caisse des dépôts. Avec notre invité, on va donc décrypter comment la Banque des Territoires adapte sa stratégie de financement à la trajectoire de sobriété foncière. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Céline Lins, responsable du plan sobriété foncière et experte de l'aménagement durable. Céline, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir consacré un peu de temps, pour Citizen Vox. Alors, on va commencer évidemment par vous présenter. Vous avez rejoint la Banque des Territoires en 2021. Est-ce que vous pouvez rapidement revenir sur votre parcours avant d'avoir rejoint la Banque des Territoires? Oui, aujourd'hui, j'ai 20 ans de carrière, un parcours mixte en fait, 10 ans dans le public et 10 ans dans le privé. J'ai d'abord démarré dans les montages immobiliers, l'aménagement, côté acteur privé chez les promoteurs, et j'ai fait divers montages immobiliers en production de logements, de bureaux, et je me suis spécialisée ensuite dans les montages liés en fait à la construction d'équipements publics, donc des PPP, partenariats public-privé, délégations de services publics, des concessions. Et à cette occasion, je construisais des universités et ça m'a permis de prendre une passerelle et d'aller découvrir le monde du public. J'ai été accueillie par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, à la sous-direction de l'immobilier, en fait, qui s'occupait de la reconstruction des universités et d'un gros projet d'aménagement qui était le plateau de Saclay. Donc j'étais chargée de suivre le comité de pilotage de ce plateau quelques années. Et ensuite, j'ai rejoint les services du Premier ministre au secrétariat général pour l'investissement, où dans les équipes, on était chargé d'accompagner et de booster, si je puis dire, l'innovation dans différents secteurs. Le mien était le secteur de l'aménagement, de la construction et de l'immobilier, en lien avec les collectivités locales. Donc j'ai piloté plusieurs programmes qu'on appelle des programmes d'investissement d'avenir à l'époque, donc démonstrateurs de la ville durable, les territoires d'innovation, ville de demain, et puis plusieurs autres. Voilà, donc ça c'était une expérience très enrichissante et qui m'a permis en fait d'avoir une vision des deux mondes qui permettent de boucler la boucle de l'aménagement. Et j'ai ensuite rejoint la Caisse. Oui, alors justement, c'est intéressant d'avoir ce parcours mixte, donc je ne résiste pas à la question, à vous poser cette question, qui est quelle différence du coup vous avez côté public, côté privé? Qu'est-ce qui vous a étonné dans le public? Qu'est-ce qui vous a étonné dans le privé? Enfin voilà, est-ce que vous pouvez essayer de revenir sur ce... Alors l'approche projet n'est pas du tout la même. Dans le secteur public, la vocation, mission d'intérêt général, si je peux le résumer comme ça, et l'intérêt supérieur. Donc, c'est la boussole qui nous dirige dans le quotidien. Lorsqu'on est dans le secteur public, on est sur un quotidien qui est plus guidé par la rentabilité financière des opérations et leur soutenabilité, ce qui est aussi le cas dans le public, mais on a une équation différente puisqu'on a la participation publique, les modèles subventionnels en fait, qui permettent aussi d'équilibrer des opérations lorsque l'intérêt général est justifié. Dans le privé, il faut que ça tourne et on ne cherche pas forcément à regarder comment ça tournera avec ou sans subvention, et donc on va sélectionner les projets par leur rentabilité. Dans le public. Oui, c'est ça. Il faut que ça tourne à court terme. Exactement. C'est la question du timing qui est... À court terme, puisque c'est des échéances qui correspondent plus aussi à la réalité des opérateurs économiques, parce qu'on est annualisé dans les objectifs, on est annualisé dans la rentabilité des structures, la comptabilité d'une entreprise de ce fait est organisée de cette manière-là. Et c'est surtout que l'arbitrage, c'est on y va ou on n'y va pas si c'est rentable. Dans le public, on y va ou on n'y va pas si c'est d'intérêt général. Donc la boussole n'est pas la même. Bien sûr. C'est des mondes totalement différents, avec des codes totalement différents, un langage totalement différent. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a poussé aussi à travailler au secrétariat général pour l'investissement et à pousser les programmes que l'on poussait, les territoires d'innovation et autres. C'est que j'ai bien constaté que ces mondes-là ne se parlaient pas et ne se comprenaient assez peu. C'est ça. Et qu'ils gagneraient en efficacité à se croiser. Ils n'ont pas du tout les mêmes codes.
Non. Et c'est un vrai sujet. C'est un véritable sujet. Les élus n'ont pas tous la culture du bilan d'entreprise, de la comptabilité d'entreprise, des objectifs de rentabilité. Le mot investissement ne veut pas dire la même chose dans une entreprise et dans une côté État. Investissement, c'est des subventions d'investissement très souvent. Oui. Côté État, quand dans une entreprise, investissement, c'est dépenser de l'argent et prendre un risque pour lequel il faut une rentabilité. Ouais. On est dans un domaine plutôt où on engage peu importe s'il y a des pertes, et de l'autre côté, un domaine où on engage et il faut absolument une rentabilité. Donc voilà, et c'est des codes complètement différents, mais en réalité qui doivent absolument se croiser, comme ils doivent se croiser aussi avec le monde de la recherche. On en reparlera sûrement dans notre discussion, mais l'approche de la recherche aussi est extrêmement importante, y compris du côté des entreprises, pour innover. Pour se projeter aussi dans l'avenir, trouver les pistes de ce qui fera l'avenir de l'aménagement demain, etc. Alors, qu'est-ce qui vous a, du coup, motivé pour repartir dans une structure qui est plutôt privée, enfin, en tout cas, même si la Banque des Territoires travaille pour l'intérêt général, c'est une banque, donc c'est le secteur privé. Qu'est-ce qui vous a motivé à repartir de l'autre côté et surtout à rejoindre en fait cette structure qui est majeure, on l'a dit, pour les territoires. Mais voilà. Alors je vais vous avouer, on ne part pas vraiment de l'autre côté quand on part à la Caisse des dépôts pour avoir connu le privé. Et alors justement, je m'attendais à retrouver ou des codes du privé ou des codes du public en intégrant la Caisse, et pas du tout. C'est encore autre chose. Un autre monde où on mélange un peu plus les codes des deux mondes. Pourquoi la Caisse des dépôts ? Parce qu'il y a l'intérêt général et que ça m'a profondément marqué et qu'en fait, mes convictions aujourd'hui sont de pousser toujours et d'accompagner en fait ces dynamiques-là avec effectivement un besoin quand même de se confronter à une réalité économique. La difficulté, c'est que souvent en construisant des politiques publiques, du côté des acteurs publics, on ne peut pas aller jusqu'au bout de la faisabilité sur le terrain économique et juridique des projets. À la Caisse des dépôts, il y a cette compétence. Il y a les équipes qui vivent ça au quotidien sur le terrain, dans les directions régionales, aussi au siège, les collègues qui accompagnent. Et je trouvais ça extrêmement enrichissant d'être dans ce centre de connexion entre l'action publique et l'action privée qui pourrait venir au service de l'action publique en n'y perdant pas ses codes, entre guillemets, ou en tout cas ses objectifs, ou sa manière je vais y arriver, j'ai trouvé en n'y trouvant la soutenabilité qu'ils ont absolument besoin de conserver dans les projets qu'ils accompagnent pour s'engager dans l'activité. Alors, donc, on est sur la Banque des Territoires. Est-ce qu'on peut peut-être commencer par présenter, parce que tout le monde connaît, mais rarement dans le détail. On l'a dit tout à l'heure, c'est Caisse des dépôts, Banque des Territoires, donc c'est une structure, un des métiers en fait de la Caisse des dépôts. Est-ce que vous pouvez un petit peu reclarifier justement ce que fait rapidement la Caisse des dépôts, comment ça se décline, et puis ensuite les ambitions de la Banque des Territoires, notamment avec le plan stratégique 2024-2028, si vous pouvez décliner un peu ça. Alors, la Caisse des dépôts est un opérateur de l'État avec un statut particulier. On est sous contrôle du Parlement. Donc, on est chargé, on a plusieurs missions, différents métiers à la Caisse des dépôts, et on est chargé notamment, mais c'est pas le seul métier, de gérer l'argent des Français placé sur le livret A et d'investir dans des projets d'intérêt général. Il y a différentes filiales à la Caisse des dépôts que vous connaissez, donc un métier qui est la gestion des participations dans des filiales stratégiques. Vous avez entendu le groupe La Poste, Transdev, d'autres, la Compagnie des Alpes aussi, et beaucoup d'autres qui sont des acteurs majeurs du secteur, entre guillemets, privé et public, mais qui accompagnent des projets majoritairement d'intérêt général. L'autre métier de la Caisse des dépôts, c'est aussi de gérer les retraites des Français. On a d'autres métiers qui sont d'accompagner des professions juridiques, type notaire et avocat. Donc ça, on le gère aussi à la Banque des Territoires. Et différents autres métiers. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon on va perdre beaucoup de temps. Mais dans ces métiers-là, il y a un métier d'acteur financeur des collectivités territoriales, des acteurs publics, avec justement l'usage en partie des fonds d'épargne qui sont donc le livret A des Français, l'argent placé par les Français, et qui nous permettent en fait d'accompagner en financement les projets à des conditions
potentiellement bonifiés. Pourquoi potentiellement ? Parce qu'en réalité, on a des grilles d'intervention, des taux, on est indexé sur le livret A, en réalité, avec des marges très faibles, beaucoup plus faibles que dans le secteur privé. Mais en fonction, je dirais, du niveau des taux des banques classiques, nos taux peuvent être plus ou moins attractifs. En ce moment, les taux étant autour de 3%, nos taux sont très attractifs. Ils l'étaient moins quand les taux étaient autour de 1%. Ouais. Vos taux sont à combien aujourd'hui ? En fait, on prend toujours le livret A, le taux du livret A, plus une marge, potentiellement quelquefois pas de marge du tout, sur certains projets très identifiés, mais on va être par exemple à des taux de livret A plus 0,6%. D'accord. Donc, voilà. Et donc là, on est en dessous des taux actuels du marché dans la plupart de nos prêts. Et en fait, ils sont cotés de manière différente en fonction de l'objectif qu'ils servent, de l'intérêt qu'ils accompagnent. Voilà. Mais là, le métier est surtout d'accompagner, d'accompagner, de conseiller, de rendre opérationnalisables ou réalisables des projets qui résultent d'une politique publique construite sur le terrain et pour lequel on a besoin de boucler des financements qui quelquefois ne sont pas simples. Plutôt sur des failles de marché, ce qu'on appelle des failles de marché. Donc les acteurs privés, banques privées n'interviennent pas, on se positionne pour aider avec un cadre d'intervention, une doctrine à laquelle on doit répondre parce qu'on est tout de même contrôlé, même si on est indépendant de l'État, on est contrôlé par le Parlement et contrôlé dans la doctrine que l'on élabore par le gouvernement. Et donc, on doit accompagner selon une doctrine qui est définie. Est-ce que vous vous positionnez malgré tout sur des secteurs où il y a un marché dynamique ? Ça arrive, mais ce n'est pas l'objectif premier. Mais dans vos statuts, c'est possible ? C'est possible. Dans nos statuts, c'est possible. L'idée est plutôt d'intervenir sur les failles de marché. Alors, on reste un établissement bancaire, on a notre autonomie comptable et financière qui nous oblige aussi à avoir une certaine rentabilité. Et donc, on ne peut pas aller que sur des secteurs très à risque, mais c'est l'objectif premier et principal. Alors, vous avez travaillé un plan stratégique récemment en 2024, donc, qui se projette jusqu'à 2028. Est-ce que vous pouvez dresser les axes prioritaires de ce plan ? Oui, alors en fait, le plan stratégique de la Banque des Territoires, qui est donc au sein de la Caisse des dépôts, la structure qui accompagne en financement la banque, des collectivités principalement, acteurs publics, quelquefois les acteurs privés, mais un peu moins. On a aussi, dans le groupe, je le précise, BPI qui finance les entreprises. Donc nous, on n'est pas chargé de financer les entreprises. On accompagne les collectivités territoriales et les acteurs privés, plutôt dans l'aménagement lorsqu'ils sont partenaires des collectivités locales dans le cadre d'une opération d'intérêt général ou d'aménagement du territoire. Notre plan stratégique, il a été élaboré l'année dernière, se déploie sur 5 ans. Il a deux grands axes, la transition écologique et la cohésion sociale et territoriale. En essayant d'équilibrer les deux, on a plusieurs mesures ou axes stratégiques identifiés, ce qu'on appelle en interne des mesures phares, dont l'accompagnement des territoires dans leur trajectoire de sobriété foncière, mais pas que. On a un axe sur la réindustrialisation du pays, on a un axe sur l'adaptation des territoires au changement climatique, on a un axe sur la santé et le vieillissement de la population. Voilà, différents axes stratégiques. Des enjeux forts de politique nationale. Exactement, et avec un sous-jacent derrière qui répond aussi donc, à ces deux enjeux transition écologique et de l'autre la cohésion sociale. Il y a aussi un sous-jacent qui répond à un autre axe stratégique du groupe, Caisse des dépôts, qui est la souveraineté de notre pays, donc notre indépendance. D'où l'industrie. Exactement. Alors, vous avez quand même fait effectivement un axe fort de cette sobriété foncière. Vous êtes saisi quand même assez en amont, dès la loi climat et résilience, peut-être même avant. Même avant. Ouais. Donc, pourquoi avoir fait ce choix ? Oui. Tout simplement parce que la force de la Banque des Territoires, c'est de disposer d'antennes, de véritables antennes en réalité, sur le terrain. C'est nos directions régionales qui sont capables de prendre le pouls et qui nous remontent en fait l'état des besoins sur le terrain. Très souvent, les porteurs de projets qui viennent nous voir sont des élus, acteurs de l'aménagement, qui nous disent j'ai une opération que je voudrais financer, mais je trouve pas la solution, mes partenaires sont pas, ou j'ai besoin d'être accompagné plus en amont parce que je dispose pas de l'ingénierie suffisante dans ma collectivité pour pouvoir porter le projet, et j'ai besoin d'être accompagné. Dans les territoires qu'on appelle aujourd'hui dynamiques, où il y a une forte pression démographique,
très vite a émergé, et c'est bien avant la loi climat et résilience, très vite a émergé un point de crispation qui est il n'y a pas assez de place disponible pour construire tout ce que l'on a à construire ou pour répondre à l'ensemble des besoins. Une sorte de lutte des places. Alors, en tout cas, les conflits d'usage qu'on appelle aussi, où il faut répondre aux besoins de production agricole, souveraineté alimentaire, d'industrie et d'activité économique, dynamisme pour le territoire, souveraineté aussi économique pour notre pays, logement, qui est un énorme point de crispation, mais qui couvait déjà depuis plusieurs années. Décennies. Oui, plusieurs décennies, effectivement. Surtout un logement accessible, en fait, du logement abordable et que les populations, auxquelles les populations peuvent avoir accès. En gros, aujourd'hui, il fallait avant 4 années de travail à peu près pour pouvoir se payer un logement. Aujourd'hui, c'est 8 années de travail. Les équilibres sont beaucoup plus compliqués. Notre travail à la Banque des Territoires n'est pas forcément d'accompagner la production de logements parce qu'on a la CDC Habitat, donc la caisse des dépôts Habitat qui produit du logement social avec des modèles d'intervention déjà institutionnalisés depuis des décennies. Mais on voyait bien qu'il y avait un problème. Donc ça nous remontait depuis un long moment. Et il fallait qu'on trouve des solutions pour accompagner les porteurs qui ont très vite identifié que le foncier, le sol, allait devenir un sujet de crispation. L'accès au foncier et au sol disponible allait devenir un sujet de crispation et de blocage des opérations. Avant le ZAN. Alors évidemment, plutôt dans les territoires dynamiques. On le voyait dans les territoires en perte d'attractivité, perte démographique, si je puis dire. On avait aussi des problématiques de cet ordre-là, mais qui étaient plutôt comment je recycle un foncier, comment je recycle une friche, un territoire, avec des équilibres économiques qui ne sont pas du tout au rendez-vous. Ça coûte beaucoup trop cher de recycler la friche. Les prix de sortie, je dirais, de ce qu'on est capable de produire sur ce type de foncier ne nous permettront pas d'écouler, en fait. Il n'y a pas les équilibres. Et donc, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on soit capable de faire évoluer notre accompagnement pour répondre à ces enjeux-là. Dans ces enjeux, il y avait une véritable problématique de ce que je précisais tout à l'heure. Il faut un accès au sol. En matière d'aménagement, depuis une 50aine d'années aujourd'hui, l'approche, je dirais, ou en tout cas ce qu'on avait eu, nous, ce qu'on a vu apparaître dans nos montages et dans la manière dont on accompagnait les projets, le foncier a toujours été appréhendé de manière totalement dépendante de l'actif que l'on allait construire dessus. Et il circulait de patrimoine en patrimoine dans une chaîne d'acteurs, les acteurs de l'aménagement. La conception d'un projet était toujours vue en 2 dimensions, en fait. Le bâtiment ou l'ouvrage que l'on réalise sur ce terrain, le terrain circulant avec. Le foncier n'existait pas. Enfin, je veux dire, il n'était pas appréhendé en tant que tel, en tout cas. C'était exactement. Ouais. C'était le support. Et un certain nombre d'acteurs se sont rendus compte que dans cette mécanique, ils se confrontaient à des écueils assez importants. D'abord, l'explosion des prix de l'immobilier rend de plus en plus difficile la maîtrise de certains fonciers déjà bâtis pour pouvoir intervenir dessus. Quand on est acteur d'intérêt général, il y a des zones où on doit réaménager, réintroduire des activités de services publics, enfin voilà, reconcevoir aussi sa ville un peu différemment. Et donc, il fallait pouvoir assurer une maîtrise du foncier dans des conditions économiques tenables, soutenables. Mais il fallait aussi pouvoir se projeter dans une autre vision du sujet, c'est-à-dire garder la pleine détention de ce foncier sur le long terme, pour avoir la main dessus dans les décennies à venir et garder, entre guillemets, le pouvoir sur ces fonciers. Vous êtes donc en train effectivement de nous dire qu'il y avait un modèle de l'aménagement classique où le foncier était totalement invisible et où finalement la valeur, elle était créée par l'actif qu'on crée et qui bénéficiait de conditions où le foncier était assez peu cher et où les coûts de construction étaient encore tenables, etc. Donc on est dans ce modèle-là, le modèle donc de l'extension finalement. Voilà. Et là, vous êtes en train de dire qu'on passe à une autre ère où, ZAN ou pas ZAN d'ailleurs, parce qu'on voit que la tendance, elle vient quand même un petit peu d'avant, où le foncier devient un enjeu clé de l'aménagement, où les prix sont
renchérit et où il y a des conditions de construction qui se crispent, notamment avec une augmentation des coûts de construction et où le prix de l'actif n'arrive plus finalement à boucler l'équation. Donc on est en train de passer à une nouvelle ère où le foncier devient un enjeu majeur. C'est ça? Exactement. Alors ça s'est accéléré avec le ZAN. Mais évidemment, c'était déjà là avant. Enfin, la problématique était déjà présente. Je vais vous donner un exemple tout simple. La chaîne classique de l'aménagement, on prend une zone d'activité économique. La collectivité locale a décidé de construire une zone d'activité économique. On recule de 30 ans en arrière ou de 20 ans en arrière. Il identifie dans ses documents de planification. Elle mobilise son EPF, établissement public foncier, pour sécuriser le foncier, qui vient, achète le foncier. Un EPF, alors on a plusieurs statuts d'EPF, mais un EPF n'a pas vocation à garder et soutenir ce foncier dans son patrimoine ad vitam aeternam. On est plutôt sur des durées de 7 à 5-7 ans, disons. Donc l'EPF vient, sécurise le foncier, et ensuite l'aménageur missionné par la collectivité vient se porter acquéreur de ce fameux foncier pour y réaliser les principaux aménagements. Les voiries, on part d'un terrain agricole, parce que principalement c'est sur les terrains agricoles qu'on artificialise aujourd'hui. C'est ce qui semble coûter moins cher en coût de transformation. En réalité, quand on regarde en coût global, c'est pas vraiment une réalité, mais bon. Et donc l'aménageur réalise tous les travaux, voiries, amène les réseaux, les éclairages publics, etc. Puis vend le foncier à des opérateurs privés qui réalisent les opérations immobilières dessus, soit pour y rester, occuper en activité le site, soit pour les revendre à des industriels, entreprises et autres. Tout ça, c'est très bien, mais 15 ans plus tard, ou 20 ans plus tard, les industriels peuvent être partis, les entreprises ont quitté les locaux, et cette zone industrielle ou cette zone d'activité devient obsolète. Et là, la collectivité se dit, il faut que je me porte de nouveau acquéreur de ce foncier qui maintenant appartient à de multiples propriétaires, chacun avec des problématiques et des enjeux différents. Certains m'ont laissé un tel niveau de pollution sur le site que je ne sais pas comment je vais pouvoir dépolluer. Certains sont partis, ont tout laissé à l'abandon, il va falloir en plus déconstruire, aménager, réaménager le site, et avec un foncier qui a pris 10 fois sa valeur. Et là, c'est encore la participation publique qui se porte acquéreur de ce dépôt, je puis dire, qui se porte acquéreur de ce site et qui reconfigure toute la zone d'activité. Et aujourd'hui, face à cette pression foncière par endroits où il n'y a plus assez de place pour tout le monde, face à l'enjeu d'éviter en fait de continuer à s'étaler, de devoir reconstruire sur la ville, on peut l'appeler ZAN ou autre chose. Les collectivités nous disent, sur le terrain, elles nous disaient, mais moi je vais rester propriétaire en fait de ce terrain et je vais fixer mes conditions pour que les futurs acteurs qui viendront construire dessus fassent les choses correctement, et s'ils partent, que j'ai encore la main sur le terrain, que je garde ce pouvoir. On n'avait pas les outils pour pouvoir répondre à ce besoin-là à la Banque des Territoires, et c'est ce qui nous a fait travailler en fait sur notre doctrine d'intervention. On a fait évoluer nos outils en investissement, c'est-à-dire qu'investissement... Là, ça a le sens de l'investissement pour les acteurs privés, c'est des prises de participation dans des sociétés. On a fait évoluer notre doctrine en juillet 2023 et on s'est autorisé à investir dans des structures de portage foncier de long terme. Et donc, pour pouvoir proposer des modèles qu'on appelle, nous, des modèles de dissociation du foncier et du bâti, où la structure restera propriétaire des terrains et les mettra à disposition d'acteurs qui viendront occuper ces terrains, alors pour des durées très longues, ça peut être des 40, 50, 80 ans, avec un bail, ce qu'on appelle souvent les baux à construction, qui permettront de réaliser les travaux. C'est en train de se généraliser un petit peu. Enfin, se généraliser, c'est un mot un peu ambitieux. Ouais. Mais quand même, ça se diffuse, en tout cas. Ça se diffuse, et parce que ça répond à la problématique dont je vous parlais précédemment. Oui, c'est-à-dire, on veut pouvoir garder la main sur ce foncier. Mais vous dites, on veut garder la main. Est-ce que... c'est toutes les collectivités qui raisonnent comme ça? Non. D'accord. Non. Parce que c'est un outil de plus dans, je dirais, la boîte à outils des collectivités locales en matière d'aménagement. C'est un outil qui sert dans une stratégie. On va y revenir, mais sûr. Il faut qu'il y ait une stratégie de long terme et en fait, cet outil-là répond à un besoin particulier. Et on ne peut pas couvrir tous les fonciers de cette manière-là. Et puis, ce n'est pas l'objectif, en réalité. Bien sûr, oui. Mais du coup,
on y est sur la stratégie, allons-y, parce qu'effectivement, ce foncier qui est la clé aujourd'hui de l'aménagement, il ne peut pas se faire sans stratégie et donc planification. Je pense que peut-être on a eu des décennies précédentes où finalement la stratégie foncière était aussi un petit peu laissée de côté. C'est un peu le corollaire de le foncier est invisible dans l'opération, donc on ne s'occupe pas de foncier. On considère que le foncier c'est un truc un peu technique, alors même que c'est finalement la capacité à avoir une vision sur le territoire, donc c'est extrêmement politique. Oui, je vous laisse réagir. Alors, c'est clairement politique et en réalité, donc il y a eu un effet d'accélération avec la loi ZAN. Ça, c'est incontestable puisqu'on a fixé un objectif en réalité. Donc, aujourd'hui, il y a de nombreux débats et le cadre législatif peine à se stabiliser, ce qui est très compliqué sur le terrain. Mais on en reparlera. En tout cas, le sujet, c'est que de se fixer un objectif de zéro artificialisation en 2050, ça nous laisse le temps de nous organiser, mais ça oblige aussi à penser différemment. Dès lors qu'on fixe cet objectif, ça veut dire qu'en quelque sorte, on contingente le sol en France. C'est-à-dire qu'on aura un terrain de jeu pour les aménageurs, sur lequel on aura la capacité de construire, et un contingent de foncier naturel à préserver et à protéger. Quand on limite une ressource, on doit apprendre à la gérer. C'est comme pour toute ressource qui est limitée. On ne l'apercevait pas de manière limitée jusqu'à présent, et c'est pour ça que le foncier était invisible. Bien sûr. Aujourd'hui, il est visible parce qu'il devient plus rare, entre guillemets. Donc il faut, pour pouvoir gérer une ressource, il faut avoir la visibilité de notre besoin à long terme de cette ressource, et il nous faut construire un plan pour la gérer. Ça veut dire qu'il faut se projeter au-delà des échéances électorales, au-delà, je dirais même, de notre génération et pour les besoins à venir. On a beaucoup aujourd'hui d'acteurs publics qui viennent nous voir en nous disant « Je veux ma structure de portage foncier, je veux garder la main sur mon foncier. » D'accord, mais pourquoi faire ? Parce que je veux produire du logement, parce que je veux produire... Ok, mais votre territoire, dans 20 ans, est-ce que vous aurez encore... Est-ce que la population va augmenter ? Est-ce que le tissu économique va rester le même que celui d'aujourd'hui ? Est-ce que votre territoire ne va pas être très fortement impacté par le changement climatique ? Tout ça n'est pas forcément intégré dans la conception des plans stratégiques. Alors on y travaille évidemment, il y a des dynamiques qui sont à l'œuvre sur le terrain depuis une bonne dizaine d'années maintenant, peut-être même un peu plus, mais en attendant, cette vision globale où on intègre la somme des enjeux est assez peu appréhendée sur le terrain. Et nous, on a constaté ça à la Banque des Territoires aussi d'ailleurs. Il y a un besoin d'accompagnement en ingénierie en amont pour pouvoir réfléchir à ces enjeux et se projeter dans l'avenir. Oui, parce que c'est un nouveau rapport au développement territorial. Jusqu'à présent, le développement, ce qu'on appelait le développement territorial, c'était finalement essayer d'avoir une attractivité de son territoire par de la production de logements, de la production d'emplois, etc., etc. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Donc la valeur sur un territoire, elle s'évaluait, on le redit, à l'actif créé, soit immobilier, soit logement, soit économique. Mais c'était ça la valeur. Aujourd'hui, la valeur d'un territoire, est-ce qu'elle ne se trouve pas dans l'habitabilité dont vous parlez ? J'aimerais bien vous entendre sur la question de la valeur urbaine à venir. Alors, on a eu beaucoup ce débat à la Banque des Territoires parce nous, on ne veut pas du tout opposer sobriété foncière, sobriété de manière générale et développement. En réalité, on est juste dans des modes de comptabilisation de la création de valeur qui étaient basés sur l'étalement urbain. En réalité, on peut produire autant, un peu différemment, en ayant des approches différentes sur l'existant. Et donc, on a par exemple les débats récents à l'Assemblée nationale, au Sénat, etc., sur les maires bâtisseurs. Il faut arrêter la dynamique des maires bâtisseurs. En fait, le ZAN, c'est pas... Enfin, le ZAN, en tout cas, la sobriété foncière... C'est pas antinomique. Et puis c'est pas antinomique avec le concept de maire bâtisseur. On peut rebâtir différemment. Et il faut rebâtir en fonction des besoins du territoire à long terme. Mais c'est ça. C'est pour ça que parce que c'est quand même un nouveau rapport au développement, parce que, et vous le disiez, si le territoire est en déprise démographique et qu'on voit que sur les 20 ans à venir, la démographie va plutôt s'atténuer, est-ce que vraiment, il faut construire du logement ? On avait un état d'esprit jusqu'à présent où, pour continuer à être concurrentiel parmi les territoires, eh bien, même si la démographie, elle me dit
qu'elle va baisser dans les 20 années à venir, on va construire du logement pour essayer d'attirer. Vous voyez ce que je veux dire ? C'était ça. C'était ce rapport au développement-là et qu'aujourd'hui, on est en train de transformer, malgré tout. C'est ça, parce qu'on travaille tout de même sur l'attractivité et de ces territoires, parce que c'est pas parce qu'on perd de la population et qu'on va en perdre qu'on peut renoncer à rendre son territoire attractif. Il ne sera pas attractif parce qu'on aura produit plus de logements, il sera attractif parce qu'on aura repensé le tissu économique, proposé le redéveloppement de filières existantes ou le développement de nouvelles filières. Il sera attractif parce qu'on aura travaillé sur le cadre et la qualité de vie au quotidien, dans les espaces urbanisés. On aura retravaillé sur le centre-ville. On a l'action cœur de ville à la Banque des Territoires, on travaille sur ces sujets-là. Donc pour nous, c'est pas antinomique en fait. C'est juste des approches différentes, des angles d'attaque, des sujets un peu différentes. Non, je ne dis pas que c'est antinomique, non. Ni de les opposer, mais ça demande quand même un petit peu une révolution d'état d'esprit, malgré tout. Mais clairement, comme aujourd'hui, ne plus avoir accès à la constructibilité d'espaces naturels paraît rendre impossible toute construction. Alors, il y a des équations économiques, certes, je ne vais pas les nier, ça coûte plus cher d'acheter du foncier bâti, il faut le dépolluer, mais tout ça s'intègre dans un bilan d'opération. Quand on est dans une opération en extension urbaine, il y a aussi des coûts d'aménagement, mais qui sont pris en charge par la collectivité. En amont, on ne les voit pas, mais ce n'est pas pour ça qu'ils n'existent pas. Ils sont juste réintégrés dans un autre bilan. Enfin, intégrés dans un autre bilan, et là, on s'oblige à les intégrer dans un seul et même bilan d'opération. Et c'est là où on voit des charges qui n'apparaissaient pas avant, et qui perturbent en fait les équilibres. Qui étaient invisibles aussi parce que portés par le public. Exactement. Et là, on demande à l'équation privée de tout prendre en charge. Ouais. Alors, je pense que c'est là où il faut qu'on travaille encore et que le chantier sera long. C'est qu'en réalité, le privé ne pourra pas tout porter non plus. Il faut peut-être pas se voiler la face. Il y a sûrement un meilleur partage quand même de la création de valeur. Ouais. Elle était très concentrée sur la promotion et l'aménagement. Enfin, la création de valeur sur en tout cas côté aménageur public, un bilan d'aménageur public, il ressort à zéro. L'objectif n'est pas de faire de la marge. La marge a été chez le promoteur, chez l'investisseur immobilier principalement. Il faut qu'elle s'étale peut-être un peu plus. Voilà. Alors comment on peut faire pour qu'elle s'étale un petit peu justement sur le long de la chaîne ? Naturellement, ça se fait en réalité, puisque le nerf de la guerre étant quand même la ressource foncière, il faut la capter plus tôt. Et ça oblige aussi les acteurs à intervenir un peu plus en amont dans la chaîne. Quand je parlais tout à l'heure de la séquence EPF, aménageur puis promoteur, c'est des séquences qu'on ne peut pas complètement systématiser aujourd'hui dans un modèle de reconstruction de la ville sur la ville et sur lequel il faut retravailler. Alors nous, c'est notre exercice depuis 2-3 ans, d'essayer de retravailler sur ces modèles. On a nos premiers projets d'investissement sur lesquels on travaille. On regarde comment dégager des équilibres économiques, comment avancer. On n'a pas toutes les clés, parce qu'il manque en fait quand même un cadre, je dirais, fiscal, plus adapté, un accompagnement. Parce qu'en fait, il n'y a pas de miracle. Quand avant, l'action publique accompagnait l'aménagement, aujourd'hui, il y a encore besoin d'un accompagnement aussi, en réalité. Alors, on a le fonds Friche, on a plein de choses, mais c'est pas complètement à l'échelle, il y a encore d'autres besoins. Est-ce que vous pourriez donner une illustration concrète d'un de vos projets qui séquence cette valeur un peu différemment, enfin en tout cas qui va sur ces nouveaux modèles de l'aménagement pour nous donner un exemple un peu concret de comment ça marche. Alors on en a 2. Je vais parler du premier qui est un des premiers projets d'investissement que l'on a fait avec Grand Paris Aménagement, qui est un aménageur plutôt localisé donc en Île-de-France, qui intervient, là on a travaillé sur le secteur autour de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, qui est un secteur un peu particulier, mais qui nous a permis au moins de tester un premier modèle. On est là dans un cadre où on est avec un aménageur. Donc dans la chaîne, quand on en reparlait, son objectif est plutôt d'aménager des fonciers pour les revendre ensuite à des promoteurs. On n'est pas dans n'importe quel aménageur. GPA, c'est quand même pas très représentatif des aménageurs classiques. Enfin, classiques en tout cas de... Non, mais il a un statut particulier, quoi. Il a un statut particulier, mais dans la mécanique, en tout cas, et les besoins qui nous ont été exposés, on va retrouver les codes. Et on les retrouve d'ailleurs ailleurs, avec des SEM d'aménagement et autres, on en reparlera. Son modèle, en fait, sa réflexion était de se dire, ce que je disais tout à l'heure, on va développer du foncier économique dans un territoire très tendu et avec un avenir très tendu. On veut garder la main sur ce foncier économique situé autour de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. On a pensé à une stratégie
Donc on a réfléchi en amont, on a identifié que ces fonciers-là sont extrêmement stratégiques, on souhaite garder la main dessus. Comment peut-on faire pour mettre en place un outil qui nous permettra de porter ces fonciers sur le long terme ? Un aménageur n'a pas vocation à porter du foncier sur de long terme. Donc on a réfléchi à la création d'une structure de portage dédiée dans laquelle on a co-investi à la Caisse des dépôts avec Grand Paris Aménagement dans un modèle qui permet de porter ces fonciers comme un actif patrimonial, je dirais, et de les mettre à bail au profit d'industriels qui vont venir occuper ces terrains. Là, je crois que les premiers contrats sont d'une durée de 30 à 40 ans. Et nous permettre de garder la main sur ces terrains à terme. Donc très concrètement, c'est la création d'une foncière. Voilà, là c'est la création d'une foncière. Et dans la chaîne, on s'est arrêté à l'aménageur. Il y aura évidemment des promoteurs qui viendront construire, mais dans une dissociation du foncier et du bâti. C'est vrai que si on imagine la poursuite de la chaîne, on a sorti le foncier et on l'a sécurisé dans une structure qui va garder le foncier en pleine propriété. Donc, qui va se faire rémunérer par de la redevance. Exactement. C'est un modèle de mise à disposition avec un loyer de ces fonciers. On a plusieurs autres projets en cours de réflexion de ce type-là, mais qui répondent à des besoins qui peuvent être différents en fonction des territoires. Mais on n'est pas les premiers à faire ça en réalité. Ces modèles-là, ils existent depuis déjà plusieurs décennies. Il y a des territoires qui se sont trouvés plutôt contraints par leur topographie. J'ai en tête Chambéry et les zones en Savoie, où ça fait déjà une bonne quinzaine d'années qu'ils ont ce modèle, qu'ils ont adopté ce modèle, parce qu'ils ne peuvent pas pousser les montagnes par nécessité. Ils ont dû apprendre à concevoir en tout cas un outil qui permettrait de gérer le sol. On a d'autres territoires, il y a les Luis en Béarn, intercommunalité dans le sud-ouest, qui a ce modèle-là depuis déjà plus de 20 ans. Quel est le rôle des collectivités dans le modèle de la foncière GPA, Banque des territoires ? Alors, dans le modèle GPA, c'est GPA qui a la main. Il y a évidemment des discussions avec les collectivités locales pour savoir si les fonciers que l'on envisage de garder en portefeuille n'ont pas une autre vocation dans les stratégies locales. C'est pas le cas, parce qu'on est sur la zone de Roissy-Charles de Gaulle. Et puis, on accompagne en fait ces projets-là. L'idée et l'objectif à terme aussi, c'est de développer cet outil et d'accompagner les collectivités qui auraient besoin aussi de porter du foncier, qui n'auraient pas forcément les capacités financières de pouvoir le faire. Et la structure pourrait venir rendre ce service aussi aux collectivités locales. On a d'autres types d'outils en réflexion, avec des EPF cette fois, donc des établissements publics fonciers, qui eux, côté État, donc des établissements qui sont sous tutelle de l'État. Il existe des établissements publics fonciers locaux qui sont sous gouvernance des collectivités territoriales, n'ont pas forcément la même problématique, mais pour les EPF État, ils ne peuvent pas porter plus de 7 ans. Quand on pense à des grosses opérations d'aménagement où il faut racheter des tènements fonciers, une dizaine, une quinzaine, avec différents propriétaires, avec des occupants, dont il faut assurer la gestion locative, etc., le temps de remembrer, réorganiser toute l'opération. La capacité de portage des EPF peut être trop limitée dans le temps, et donc ils réfléchissent à l'opportunité de créer des foncières de portage qui permettent de garder plus longtemps ces fonciers, sur des horizons 15-20 ans. Ça permet de maîtriser les coûts, donc d'éviter une envolée des prix. Ça permet de garantir la destination de ces fonciers. Mais là, on va être dans des modèles où on va être sur de la détention long terme pour potentiellement revendre les terrains à très long terme, à 25, 30, 40 ans. On a plein de modèles différents où les collectivités nous demandent, par exemple, d'imaginer des scénarios où on porte ces fonciers pendant 40 à 50 ans avec un bail à construction dessus, puis on recède le foncier, on cède le foncier, ou des modèles où on les garderait vraiment en durée illimitée. Et donc, en fonction des réalités territoriales, des besoins initiaux qui ont été identifiés et du caractère stratégique ou pas de détenir ces fonciers, les modèles de ces structures de portage peuvent être très diversifiés. On n'a pas un modèle type et on essaye de travailler sur ces différents modèles. C'est du cas par cas. Exactement. Chaque fois. Exactement. Donc là, on voit bien que le portage foncier, on l'a dit tout à l'heure, c'est ce qui est majeur. On est en train de trouver des outils pour essayer de rendre l'équation possible. Il y a aussi d'autres enjeux liés au foncier qui sont liés plutôt à la spéculation foncière. Comment, puisque effectivement, en rareté de la ressource, forcément les prix s'envolent, même si la tendance était déjà là. Quels outils il y aurait aujourd'hui à développer pour limiter cette spéculation foncière sur les fonciers? Et est-ce que vous, en tant que Banque des territoires, vous intervenez sur ce sujet? On essaye d'intervenir.
On a les outils existants, les EPF ont cette vocation-là déjà. Les filiales d'EPF dont on parlait sur le portage, c'est clairement une des cibles sur lesquelles on travaille. Après, encore une fois, on est un établissement bancaire. Nos conditions d'intervention doivent répondre aux critères du marché. Il nous faut une rentabilité, donc on ne peut pas ressortir avec des opérations à zéro. Donc ça, c'est la difficulté aussi de travailler avec des acteurs, travailler avec les EPF et les établissements publics d'aménagement. Ça a cette particularité qu'il faut aussi apprendre deux langages, deux mondes qui se croisent, apprendre à mettre en cohérence nos objectifs. Quand je disais tout à l'heure qu'un bilan d'aménageur ressort à zéro, il ne peut pas ressortir à zéro quand on est dans une opération accompagnée par un établissement du type de la Banque des Territoires. Donc il y a cette grille d'intervention. Les outils qu'on a pu essayer de développer autre que le portage, on a nos outils classiques d'intervention, parce que la Banque des Territoires, c'est un acteur de l'aménagement depuis très longtemps. On a juste diversifié la boîte à outils, encore une fois. On n'a pas... il ne me semble pas qu'on puisse résumer ou répondre à l'intégralité du problème avec les outils que l'on propose. L'idée, c'est de diversifier les accompagnements pour essayer de répondre à un maximum de cas de figure qui se présentent à nous sur le terrain. Une des pistes aussi a été d'offrir les moyens de financer par prêt sur du très long terme l'acquisition des terrains. C'est pas, et encore une fois, ça peut pas être l'alpha et l'oméga, parce qu'en réalité, on a fait évoluer nos prêts. On a un prêt qui s'appelle le prêt Gaïa, qui porte bien son nom, qui servait déjà en fait à de la production de logement social, avec des maturités de prêts très longs qui vont de jusqu'à 80 ans. 50. Alors, on a fait évoluer cet outil pour l'ouvrir à un public plus large d'acteurs de l'aménagement, y compris des structures de portage foncier telles que je vous l'ai présentées là, et pour l'ouvrir aussi à d'autres typologies de foncier et d'opérations, et notamment à toutes les friches. Il était ouvert, le Gaïa, antérieurement à la friche industrielle, il a été ouvert à tout type de friche, et il a aussi été ouvert pour permettre aux collectivités locales et aux acteurs de l'aménagement, globalement, de se porter acquéreur de foncier en vue de le renaturer, pour protéger et préserver les espaces naturels. Et là, on est sur des taux dont je parlais tout à l'heure, c'est un taux du livret A plus 0,6, donc on est parmi les taux les moins élevés qu'on peut pratiquer. Et donc ce prêt-là, c'est pas l'alpha et l'oméga aussi, parce qu'on s'endette sur des très longues durées, mais il a tout son intérêt quand un acteur public, collectivité principalement, souhaite s'engager dans un investissement patrimonial. En amont, elle a conçu une stratégie où elle a identifié que tel et tel foncier, c'est tout à son intérêt que de le conserver dans son patrimoine en tant que tel. On a par exemple aussi des sources d'eau qui pourraient être imaginées comme intéressantes. Alors on a d'autres outils pour les accompagner, mais pourquoi pas celui-là ? Là, on a une vocation patrimoniale, donc on n'est pas dans un investissement immobilier. Donc envisager de faire un prêt sur 60 ans pour pouvoir lisser la charge de cet investissement, ça peut être intéressant. Ça ne répond pas à tout, parce que j'ai la remarque, évidemment, des élus qui me disent « mais moi, je ne peux pas endetter ma collectivité pour autant d'années ». C'est un des outils qui le permet. Ça sert dans les montages avec les structures de portage, parce que ça permet de lisser la dette et d'équilibrer les modèles. Mais ça peut aussi servir aux collectivités territoriales qui ont plutôt une ambition d'acquisition patrimoniale quand elles achètent un foncier. Est-ce que vous voyez une tendance à ça actuellement ou pas ? Alors, il y a des sujets de souveraineté, entre guillemets, qui émergent, où on commence à se rendre compte qu'il y a des sites ou des fonciers qu'il faut sanctuariser pour des tas de raisons, y compris pour un usage artificialisant et pour du bâti. Donc par exemple ? Alors on a par exemple sur le littoral les zones qui ont vocation à qui vont être submergées. Il faut qu'on les sécurise, il faut qu'on puisse les acheter, peut-être potentiellement continuer à les exploiter le reste de leur durée de vie, si je puis dire, pour ensuite les rendre à la nature. Tout ça a un coût. Comment le prendre en charge. Avec une banque classique, il n'y a pas d'opération immobilière derrière à présenter. C'est ça. Donc, parce que pour rendre à la nature, où est la rentabilité ? Voilà, les codes classiques ne sont pas là. Là, c'est plutôt du prêt. Et ce qu'on va regarder, c'est la capacité de la collectivité à pouvoir prendre en charge ce prêt. Parce qu'on n'est pas dans un modèle économique type investisseur où on doit regarder s'il y a une opération rentable. Là, on est plutôt sur est-ce que mon emprunteur a la capacité de rembourser. Et c'est ça qu'on va regarder. Et pouvoir lisser dans le temps, c'est-à-dire le prêt coûte plus cher, c'est sûr. Mais dans les comptes,
apparaît une ligne qui coûte moins cher. C'est moins cher annuellement de rembourser. Ça coûte moins annuellement de rembourser. Je vais le dire comme ça plutôt. C'est une charge moins élevée dans le bilan. Que d'avoir le coût in fine en totalité. Exactement. Ça demande beaucoup d'anticipation et de stratégie sur du long terme et de penser encore les choses différemment par rapport à ce qu'on les pense aujourd'hui. Et c'est là où on a beaucoup travaillé quand on a conçu le plan. On s'est bien rendu compte que ce sujet-là, de la sobriété foncière, est peu mature sur le terrain. Mais pour tout le monde, y compris pour nous, à la Banque des Territoires. C'est la question de la stratégie qui est peu mature, j'ai l'impression. La question de la stratégie, la question des modèles qu'il faut repenser, la structuration juridique, la structuration financière aussi des sujets. Oui, parce que vous parliez de la fiscalité tout à l'heure, etc. Tout est à revoir, en fait. Et c'est là où, dans le plan tel qu'on l'a conçu, je vous ai parlé de ce qu'on a fait évoluer en investissement, de ce qu'on a fait évoluer en prêt. Ouais. On a aussi mobilisé de l'argent pour aider les collectivités territoriales en ingénierie. Donc on cofinance de l'ingénierie. On n'apporte pas d'ingénierie de nous-mêmes, mais on mobilise des crédits pour pouvoir aider les collectivités locales à mobiliser une ingénierie suffisante pour concevoir ces plans. Se dire qu'il faut reconstruire sur la ville, ça veut dire aussi qu'il faut savoir ce qu'on a sous la main, en foncier disponible, foncier potentiellement mutable, transformable, etc. Il faut un diagnostic. Il faut le fameux diagnostic dont on parlait tout à l'heure, démographique, économique, des impacts du changement climatique aussi, pour savoir si les zones... on a l'exemple d'élus qui ont décidé de suspendre l'octroi de permis de construire parce qu'ils ne seront plus en capacité d'apporter de la ressource en eau suffisante pour les populations, des populations complémentaires. Ça fait partie de la vision globale du territoire à long terme et qui doit être intégrée dans ce plan stratégique. Oui, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure d'habitabilité, parce qu'en fait, l'enjeu aujourd'hui, il est quand même là. Le développement territorial, il va se faire autour plutôt de ça, aujourd'hui, plus que de faire grandir un territoire. La question, c'est comment on fait pour le rendre habitable de manière pérenne ? C'est clairement ça, et il faut avoir intégré dans ces réflexions en termes de planification, là je parle de planification urbaine, avoir vraiment intégrer la disponibilité des ressources et les impacts du changement climatique dans les réflexions. C'est revenir en amont. En fait, c'est faire un urbanisme de l'amont, si j'ose dire. C'est-à-dire vraiment regarder les ressources du territoire, tout l'amont, plutôt que de se focaliser sur l'aval, tel qu'on l'a fait depuis des décennies, c'est-à-dire l'actif, quoi. Oui. Même si, en aval, il faut aujourd'hui se poser la question des usages. Oui, clairement. Qui bougent beaucoup dans le temps, et la réversibilité de ces actifs, etc., quoi. Et leurs conditions de survie aussi de ces actifs. C'est que, quand on parle de prêter sur 80 ans, on va quand même regarder de notre côté. Si le foncier sur lequel on prête n'est pas en risque d'être submergé par les eaux, n'est pas en risque de mouvement de sol, n'est pas en risque d'inondation qu'il faut intégrer avec des véritables projections dans des scénarios où on n'est pas dans un monde à plus 1,5, mais où on est dans un monde à plus 4. Ouais. Et ça change la donne. Et dans nos décisions d'intervention, de plus en plus aujourd'hui, dans nos passages comités, on se projette parce que on sera, nous, détenteurs d'actifs, prêteurs sur des actifs qui sont potentiellement à risque. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on parle des risques assurantiels. Il y a beaucoup maintenant d'équipements publics qui peinent à trouver des assureurs. La question du financement se posera aussi. C'est que certains sites... c'est encore émergent, mais ces questions-là sont déjà clairement intégrées dans les réflexions de nos comités de décision, etc., où on vérifie bien quand même que l'hôtel très sympa sur le littoral, il a bien une durée de vie qui colle avec le prêt qu'on est en train de lui octroyer, par exemple. Les outils aujourd'hui sont pas, en tout cas les collectivités locales, sont pas du tout adaptés pour ce genre d'anticipation et de stratégie. Donc il va falloir beaucoup les accompagner. Ouais. Et on revient à ce que je disais en tout début d'échange sur l'importance aussi d'embarquer des acteurs du terrain et notamment les chercheurs sur ces sujets-là, qui ont des visibilités et des capacités de projection bien plus importantes que les nôtres et de nos documents de planification qu'il va falloir remettre à jour. L'enjeu principal va être de trouver un langage commun entre le public, le privé et les chercheurs. Comment on coopère et comment on fait mieux coopérer ces acteurs, parce que la solution, elle est toujours
sur mesure, en fait. Ce qu'on voit, hein, il y a assez peu de modèles qui peuvent être appliqués partout de la même manière. On va sur une ère du sur mesure. C'est la capacité des acteurs à travailler entre eux et à trouver des solutions ad hoc qui va permettre de sortir un peu de l'impasse. Eh bien, il va falloir travailler en mode projet, si je puis dire. C'est ça. Et Ce fameux mode projet. Et en n'oubliant pas d'embarquer les acteurs économiques et les populations. Parce que on peut rien faire sans eux dans un monde où on se dit qu'il va falloir densifier ou reconstruire sur la ville. Ça ne peut pas se faire sans les habitants, d'une manière ou d'une autre. Et les acteurs économiques ont une valeur ajoutée aussi absolument essentielle dans la mécanique. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut les associer dès l'amont. Dès l'amont, c'est ça. Dès l'amont. Et il faut tout le monde autour de la table au bon moment. Ça va donner le sentiment qu'on perd du temps, peut-être. Mais pour en gagner plus tard et gagner de l'argent aussi, ou éviter d'en perdre. Ouais, tout à fait. Parce que les coûts de la non-adaptation et de la non-intégration de ces enjeux seront bien plus considérables que le coût perdu à prendre ce temps pour réaligner l'ensemble des acteurs sur un projet commun. Et effectivement, c'est localement que ça va se traiter. Il faudra juste trouver la bonne échelle, qui aujourd'hui, c'est l'exercice compliqué. Sujet, ouais. La bonne échelle, effectivement. Et encore une fois, je pense que c'est une échelle au cas par cas. Oui. Dans certaines configurations, la bonne échelle, c'est le département. Dans d'autres configurations, c'est quelques communes, en fait. Oui, parce qu'il faut bien avoir en tête la répartition des compétences dans nos collectivités locales, qui jouent un jeu essentiel aussi dans ce scénario. L'eau n'est pas traitée, la question de l'eau n'est pas traitée au même niveau que la question de la production de l'eau. Enfin, par les mêmes acteurs, pas que la question du logement ou que les transports, ou la mobilité, qui souvent sont oubliés dans les réflexions, ou en tout cas ne sont intégrés que trop tardivement. Donc oui, voilà. Pour finir, si vous aviez 2 ou 3 sujets prioritaires vraiment à faire évoluer dans les années à venir, ce serait quoi ? En interne à la Banque des Territoires ou plutôt de manière globale les deux. Si vous avez. Alors en interne, on a beaucoup travaillé à faire évoluer nos postures, donc on poursuit l'exercice. C'est pas simple parce qu'il faut aussi se former les équipes. Parce que ces enjeux, la maîtrise de ces enjeux, elle est extrêmement importante, mais comme on le disait tout à l'heure, c'est pas encore naturel. Et puis c'est complexe. C'est pas ancré dans les esprits. Faire évoluer nos outils, de toute façon, c'est notre job au quotidien, donc on continuera à le faire si besoin. Aujourd'hui, le besoin terrain ne remonte pas de cet ordre-là. On est en train d'essayer de déployer nos outils et de voir nos produits, en tout cas, comme on l'appelait, notre accompagnement. Et donc, on va voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas aussi. On fera évoluer en fonction. Ce qui manque là, clairement, c'est un cadre, une fiscalité qui soit adaptée. Alors, l'exercice est loin d'être simple, mais ça verrouille tout. Ça ne bouge pas du tout pour l'instant. Non, mais parce ce qui manque principalement, c'est un cadre stabilisé aussi. Oui. Enfin, la loi climat et résilience 2021, la loi ZAN juillet 2023, des décrets d'application en novembre 2023, puis une nouvelle proposition de loi en novembre 2024, des débats. Il n'y a rien qui est stabilisé. Donc, en fait, on a un start and stop ou stop and go permanent sur le terrain. Alors, oui et non, en réalité, parce qu'il y a des territoires où ça pousse de toute façon depuis déjà un moment, et donc il faut continuer à avancer. Mais pour eux, c'est hyper insécurisant aussi de ne pas avoir de cadre complètement figé. Donc ça, si je dirais, le premier truc, c'est d'avoir un cadre stabilisé, peut-être dépassionner le débat, essayer de le dépolitiser. Alors, c'est évidemment loin d'être simple sur le terrain, mais il y a une trajectoire à inverser. Tout le monde est à peu près d'accord sur le fait qu'il faut qu'on arrive à un zéro potentiellement vers 2050. Retroussons-nous les manches et il faut y aller, quoi. Parce que, donc, ce cadre réglementaire, un cadre fiscal plus adapté et une poursuite de politique publique qui impulse aussi sur le terrain. Parce que, effectivement, tout se fait en local. Mais c'est vrai qu'une dynamique nationale est importante aussi pour aider à s'engager vers ce chemin. Vous dites dépolitiser, je dirais qu'au contraire, il faut repolitiser. Et alors, dans quel sens ? Parce que pour moi... Alors, il faut dépolitiser dans un sens partisan, politique partisane, bien sûr, mais il faut repolitiser les territoires. Quand on a une ressource qui se raréfie, qu'on a des besoins
qui augmente, ça veut dire qu'il y a des logiques d'arbitrage et de négociation qui vont devoir être de plus en plus importantes entre les acteurs, et donc il faut repolitiser. Alors je dirais, je comprends la remarque, et si je la réinterprète, je dirais qu'il faut retravailler sur l'aménagement du territoire et demander aux acteurs publics, aux collectivités, de se ressaisir et d'en devenir les pleins acteurs. Avec ça. Ne pas laisser la main, on l'a trop longtemps laissé aux acteurs privés, industriels, parce que ça tournait, et donc ça restait une charge en moins dans un monde où les sources de dépenses sont extrêmement importantes et les recettes beaucoup plus limitées. Mais il faut reprendre la main sur le sujet en étant accompagné, parce qu'il y a quand même clairement une expertise qui s'est perdue, et en étant accompagné par les services de l'État, c'est important, par l'ingénierie en interne qu'il faut peut-être mutualiser. Il y a de nombreux acteurs, peut-être qu'il faut à un moment mutualiser pour pouvoir, parce qu'effectivement, je ne suis pas sûre qu'on ait des capacités, même avec des bureaux d'études privés, à couvrir l'ensemble des besoins dans un même laps de temps. Mais peut-être mutualiser les réflexions, accompagner, etc. Et ça, on y travaille à la Banque des Territoires aussi, à essayer de partager au maximum les expériences, les bonnes pratiques, ce qui existe déjà, ce qui se fait de bien. On a l'année dernière fait un cycle au Hub des Territoires, on a eu plusieurs interventions. Pour ma part, j'étais très agréablement surprise de voir autant d'acteurs nous dire, mais en fait ça marche, on le fait chez nous déjà, et ça contrebalance aussi un discours très négatif qui remonte, alors qu'en réalité, il y a beaucoup de territoires qui sont déjà à l'œuvre et qui ont dû de toute façon faire sans cadre, déjà, sans cadre réglementaire. Ouais, donc, c'était passionnant, je vous remercie beaucoup, j'étais ravie de vous recevoir parce que c'est la première fois que je reçois un financeur et une banque, donc vraiment c'était très intéressant. J'espère qu'on aura d'autres épisodes pour creuser des sujets peut-être plus précis ou pour voir comment ça évolue. Merci et à très bientôt. Merci de nous avoir permis de témoigner aussi et d'apporter notre pierre à l'édifice sur le sujet. Merci. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Citizen Vox. J'espère qu'il aura été utile à vos réflexions. Vous trouverez l'ensemble des épisodes sur le site internet cityzan.fr, cityzan.fr, et sur la plateforme Ocha. À très bientôt.